La une des titres. Chers amis, mes chers camarades, je suis Didier Holt de l'Union confédérale des retraités France ouvrière et au nom des 9 organisations qui ont pris la responsabilité de l'organisation de cette matinée baptisée colloque sur la place du retraité, des retraités dans la société, je vous souhaite la bienvenue en nous excusant du quart d'heure inévitable de retard dû à une légère incompréhension avec l'un de nos intervenants. Ceci étant, nous allons donc commencer nos travaux et encore une fois, je vous remercie d'être présents. Chers amis, mes chers camarades, en 2011, un quotidien national publiait un article qui était ainsi intitulé « Vieux, privilégiés, égoïstes ». C'est une façon de dire qu'on était habillés pour l'hiver. C'est ainsi que ce journal présentait allègrement, si je puis dire, les près de 16 millions de retraités que compte notre pays. Décrivant les difficultés des jeunes pour obtenir un emploi, le rédacteur de l'article concluait « Tout se passe comme si les Français, en particulier les retraités, préféraient s'accrocher égoïstement à la défense de leurs acquis plutôt que de donner à la jeunesse le maximum de chances de connaître un meilleur avenir. Les vieux égoïstes contre les jeunes sacrifiés. » Cette thématique, on la retrouve, formulée de façon moins virulente, à travers un certain nombre d'études, de rapports émanant d'organismes privés ou publics. On la retrouve formulée jusque dans les cabinets ministériels, chargé du dossier des retraites. Un certain nombre de camarades se souviennent que lors d'une rencontre au ministère des Affaires sociales, il y a 2 ans environ, un conseiller nous avait expliqué qu'au-dessus de 1 200 € par mois, un retraité était un nanti. Évidemment, après, on lui a quand même expliqué ce que l'on pensait de la question. Et que près de 10% des retraités soient en dessous du seuil de pauvreté, autour de 960 € par mois, que celle-ci, la pauvreté, soit en progression, que la pression fiscale se voit alourdie sur eux, que les pensions n'aient pas été revalorisées depuis maintenant 3 ans, tout cela devrait pourtant amener à se poser des questions. Qui se soucie réellement de la situation des retraités? Pardon encore des retraités. À peine le R de retraité disparaît des sigles liés aux organismes qui s'occupent de la situation des personnes âgées et des retraités. Ainsi, les CODERPA, comités départementaux des retraités et des personnes âgées, deviennent des CDCA, comités conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie. Le comité national des retraités et des personnes âgées, CNRPA, devient le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge. Apparemment, on aurait pu dire 3e âge, mais bon, apparemment, c'est l'âge. Les retraités ne seraient-ils plus qu'un fardeau économique? C'est la question que nous allons nous poser. Ou bien ne serait-il qu'un problème médico-social lié au vieillissement et à la perte d'autonomie? Bien, c'est ce que les 9 organisations qui ont pris l'initiative de cette manifestation ont voulu examiner en travaillant sur ces questions depuis près de 3 ans. Ces organisations, d'abord entre nous le groupe des 9, considèrent que ces 16 millions de personnes ne sont ni des privilégiés, ni des égoïstes, et qu'il serait temps de réfléchir posément à la place de ceux qui représentent déjà près de 25% de la population du pays. l'UCR-CGT, l'UCR-FO, l'UNAR-CFTC, l'UNIR-CFE-CGC, la FSU retraité, l'UNIR solidaire, la FGR-FP, la LSR et Ensemble solidaire UNRPA, vous remercie de votre présence à cette matinée de travail et de réflexion. Pour avancer sur ces questions, nous avons organisé les débats autour de 2 tables rondes
avec un thème lié à nos préoccupations. La première table ronde, je change un peu l'ordre du papier puisqu'on a dû s'adapter au dernier moment, traitera des retraités dans la société. Nous avons demandé à Bernard Hennuyer, sociologue, spécialiste des questions liées au vieillissement, ainsi qu'à Henri Duchel, qui a travaillé également sur ces questions de la CGT, Maud Gilou, de la CFE-CGC, de bien vouloir participer à cette table ronde. Une deuxième table ronde suivra, nous l'espérons, sur le pouvoir d'achat et l'autonomie, avec plusieurs intervenants, dont Guillaume Duval, rédacteur en chef d'Alternatives économiques, auteur de nombreux articles et ouvrages économiques, et avec deux autres camarades, Patrice Péret pour Solidaire et Marianne Cahoué pour la FSU, qui exprimeront les interrogations et le point de vue des syndicalistes. Et puis nous avons demandé, parce qu'il fallait bien animer tout cela, à Michel Scheidt, journaliste à la Vie Nouvelle, d'assurer l'animation et le pilotage de ces deux tables rondes, et nous la remercions vivement. Je demande donc, ça y est, c'est déjà fait, aux participants de la première table ronde de s'installer, et je cède la parole à Michel Scheidt, je la reprendrai le cas échéant, et je ferai aussi la conclusion de cette matinée de travail. Je vous remercie de votre attention. Michel, tu as la parole. Bien, merci. Alors, chacun a remarqué que le principe de la table ronde, l'hémicycle est rond, mais c'est un peu plus compliqué. Bon, voilà, on va essayer de faire au milieu, en tout cas. Didier, merci pour ton introduction. Alors, d'une manière générale, le principe, vous le connaissez. Je demanderai un propos liminaire pour ouvrir la discussion. Vous aurez bien évidemment la parole. Ah voilà, ça marche mieux, merci. Le temps nécessaire pour échanger, témoigner, intervenir sur ce qu'auront dit nos intervenants, de sorte qu'on ait quelque chose au final d'efficace et le plus interactif possible. Alors, je vais donc... oui, on a peu de temps, dernière recommandation, on terminera vers 10h30, 11h15, donc l'appel de chaque intervention, y compris nos intervenants, mais eux le savent déjà, soyez le plus concis possible, et peut-être lorsque vous allez tout à l'heure réagir sur ce qu'auront dit les uns et les autres, un mot de présentation, pour savoir qui intervient. Alors, un mot donc que je vais maintenant, oui, je vais vous présenter donc nos invités. Avec nous Bernard Hennuyer, donc qui est sociologue, alors voilà, auteur de nombreux ouvrages, pardon Bernard, je ne vais pas tout détailler ici, dont un actuellement en préparation, mais il ne faut pas en parler, donc nous n'en parlons pas, qui sortira dans quelques mois sur le vieillissement et a priori est d'entrée un ouvrage plutôt attendu dans le débat qui nous occupe aujourd'hui. Maud Gilou, qui est en charge des retraités à la CFE-CGC et qui connaît bien les tenants à défaut des aboutissants dont on ne connaît pas tout encore de la loi sur l'adaptation de la société au vieillissement et qui va siéger au Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge. Et nous allons avoir l'occasion de reparler de ça dans un instant. Et enfin, Henri Chevet, militant syndical à la CGT. Henri a beaucoup travaillé sur un certain nombre de domaines, mais particulièrement sur l'émergence de la place et du rôle des retraités dans la société. Donc son regard va nous être aussi très, très utile. Alors, pour commencer, sans perdre plus de temps, voilà, Bernard, j'ai envie de te demander, pour ouvrir la discussion, et tu vois la responsabilité qui est la tienne, tu vas cadrer un peu l'ensemble de la matinée. Quel regard porte le sociologue que tu es sur ce qu'on pourrait appeler le continent de la diversité,
lorsqu'on parle du 15 millions de retraités dans notre pays. Qui sont les retraités? Que font-ils? Bref, voilà, mon cher Bernard, donne-nous un peu ton regard sur ce monde-là. Bonjour, merci beaucoup, merci Michel, merci de la confiance des organisateurs, parce qu'il paraît que je suis épouvantable, et je crois que c'est vrai. Je dis des choses très violemment, parce que je suis dans le secteur depuis à peu près 50 ans. Donc vous savez que la vieillesse, ça s'attrape. À force de côtoyer les vieux, eh ben on devient vieux. Donc méfiez-vous, c'est extrêmement dangereux de côtoyer les gens qui vont pas bien. Donc c'est extrêmement compliqué de répondre à cette question. J'ai regardé, j'étais hier dans le train, j'étais à Nevers hier soir, et je suis rentré dans le train et j'ai regardé un certain nombre de choses. Il y a un petit livre que je vous conseille vraiment sur la question des retraités, un livre tout à fait étonnant qui a été fait par deux polytechniciens il y a 2 ans. Deux polytechniciens qui étaient en stage d'application à l'école des mines. Et depuis 10 ans, l'école des mines avait mis comme sujet de travail les retraites. Et personne des jeunes polytechniciens n'avait voulu prendre ce travail. Et donc, le petit bouquin que j'ai là, Pierre-Étienne, Girardot et Yann Song, ils se sont emparés de la question, ils ont fait un super bouquin. Et ils ont intitulé leur bouquin « Les retraités, oubliés et inutiles, point d'interrogation ». Je trouve que la question est très bien posée. Oublié et inutile. Tout est dit. Alors heureusement, il y a le point d'interrogation. Donc si vous regardez les chiffres aujourd'hui, il y a à peu près 15,6 millions retraités. J'ai retrouvé les chiffres grâce à ce que m'a donné Maud hier, au fameux Haut Conseil de l'âge, qui est une stupidité, mais enfin bon, voilà, la loi du 28 décembre est une stupidité, vous le savez, si vous l'avez lu, et elle est stigmatisante. Et ce qui est intéressant, et Maud va en parler, c'est cette confusion permanente instituée depuis le rapport Larocque, depuis 1962, entre retraités et personnes âgées. Parce qu'au moment du rapport Larocque, quand on était en retraite à l'âge légal à 65 ans, on était proche de sa fin de vie, parce que l'espérance de vie en moyenne était à l'époque de 70 ans. Donc si on peut trouver éventuellement pertinent d'avoir accolé l'étiquette retraité personne âgée en 62, aujourd'hui c'est complètement con. Mais ça continue comme ça. À 60 ans aujourd'hui, un homme a une espérance de vie en moyenne de 22 ans, une femme une espérance de vie de 28 ans. Ce sont les chiffres les plus récents. Donc 15 millions, 16 millions de retraités, dont j'ai regardé hier, un certain nombre touchent des retraites avant l'âge de 60 ans. Il y en a à peu près, j'ai dû regarder, sur les 16 millions, il y a 1 ou 2 millions de gens, notamment il y a beaucoup de gens qui touchent une retraite entre 50 et 59 ans. On pourrait discuter de savoir s'ils ont choisi de prendre leur retraite ou si on les a foutus dehors, ce qui est un autre problème. Très souvent, les gens n'ont pas eu le choix de continuer et certains ne pouvaient plus pour des conditions de pénibilité. Donc 16 millions de personnes, avec quelque chose qui m'a un peu surpris, une égalité entre les hommes et les femmes. Alors que vous savez que plus on avance en âge, plus les femmes sont majoritaires. Après 75 ans, un homme pour 2 femmes. Après 85 ans, un homme pour 3 femmes. Je ne sais pas pour qui c'est le paradis ou l'enfer, vous y réfléchirez. Mais par contre, en matière de retraités, 8 millions de femmes, 8 millions d'hommes. C'est à peu près équivalent. Hein. Sauf que j'oublie de dire une chose, et ça va être dit tout à l'heure, une différence fondamentale en termes de fric, en termes d'argent. Une retraite moyenne des femmes qui est, si suivant les auteurs, autour de 1 200 €, au meilleur des cas, une retraite moyenne des hommes autour de 1 750 €. Ce qui est quand même une différence fondamentale qui renvoie aujourd'hui à la façon dont la France traite, à mon avis, très très mal les femmes en général. Ça, vous ne m'empêcherez pas de dire ça. Nous sommes un pays vraiment resté très machiste. Et je pense qu'on aurait sans doute beaucoup de progrès à faire, notamment en termes d'égalité, de droits et de salaire. Donc 16 millions de personnes, très hétérogènes. Vous avez effectivement des retraités, alors on en discutait hier à Nevers, il y a des retraités qui ont encore un emploi, et il y a aussi beaucoup de retraités qui ont une activité, ce qui n'est pas la même chose. Moi je suis auto-entrepreneur, donc d'une certaine façon j'ai un emploi, et puis j'ai plein d'activités, certaines étant rémunérées, d'autres pas. Donc vous voyez, aussi essayer de dire la retraite pour la France, c'est la sortie de l'emploi, ça commence à être une image qui n'a plus cours. Il y a des gens qui continuent à bosser parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que les retraites étant tellement de plus en plus faibles, les gens ont besoin de travailler. Ça nous est venu des États-Unis, et une fois de plus, on n'a pas forcément pris les choses intelligentes des Américains. Mais il y a des gens qui continuent à bosser, et il y a beaucoup de gens, et ça c'est pas suffisamment connu, qui ont une activité de type associatif, ça veut dire dans une association, mais aussi beaucoup d'activités bénévoles. Je prends un seul exemple, dans un secteur que je connais très bien, le maintien à domicile.
80%, si les gens peuvent rester chez eux dans leur grande majorité en France, même quand ils ne vont pas bien, 80% de l'aide est fournie par ce qu'on appelle, d'un très mauvais terme, l'aide informelle, est fournie par les femmes. Ce sont les femmes qui font 80% des tâches quotidiennes pour que les gens de 85-90 ans puissent rester chez eux. Ça, c'est des chiffres qui sont des chiffres officiels et comme par hasard qui sont très très méconnus. Ce qui montre bien d'ailleurs par ailleurs l'insuffisance des politiques publiques. Parce que si les femmes sont sur le pont, y compris un certain nombre de femmes qui travaillent encore, ça provoque des dégâts irrémédiables dans leur parcours de vie. Donc vous voyez, un monde très différent. Alors, je viens de le dire, moi quand on parle des retraités personnes âgées, on aurait l'impression qu'il n'y a plus d'hommes et de femmes. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? C'est quand même assez fondamental dans la vie d'être homme ou femme. On pourrait d'ailleurs discuter, les retraités c'est masculin, les personnes âgées c'est féminin. Les personnes âgées, chaque fois que les journaux utilisent personnes âgées, l'image est déficitaire et défavorable. Et moi ça j'en ai ras-le-bol. Hein? Bon. Ça vous donne un certain nombre de problèmes. Donc, après, une très grande diversité, c'est ce que tu as dit, un continent très divers. Il y a des gens, je ne sais pas où vous êtes, moi je suis parisien d'adoption, hier j'étais dans ma Nièvre natale, le fait d'habiter Paris ou d'habiter à côté de la Charité-sur-Loire, c'est pas tout à fait la même chose en termes de mode de vie. Donc, une extrême diversité, on a vu extrême diversité des ressources, extrême diversité des parcours. Il y a des gens qui arrivent à la retraite, je pense à Anne-Marie Guillemard, ma copine sociologue, là, qui a écrit dans les années 70 sur les parcours de retraite. Il y a des gens qui arrivent à la retraite complètement cassés par leur travail, par les gens qui ont fait les 3-8, cassés par leur boulot, par leur manque de sociabilité. Et puis il y a des gens à la retraite qui continuent à tenir le haut du pavé. Je vais pas cibler les hommes politiques, ils n'ont pas besoin de ça actuellement, ils sont assez dézingués, mais on voit bien que dans de grandes entreprises et tout ça, les gens continuent à diriger à 80, 85, 90 ans. Je ne parle pas des chefs d'orchestre comme Karajan qui est mort à son pupitre, il avait plus de 80 ans. On voit bien qu'en fonction, là je vais être très, j'allais dire marxiste, allons-y, c'est la sociologie que j'ai appris, on vieillit comme on a vécu. Ça veut dire les conduites de retraite sont fonction des parcours de vie. Ça veut dire les gens qui ont eu une vie difficile, qui sont sortis de l'école très rapidement, qui ont eu des mauvais boulots, qui ont eu des conditions de logement et de famille, ils sont malheureusement prédisposés à mal vieillir. J'aimerais qu'on le sache. Aujourd'hui, un cadre supérieur, il a 10 ans d'espérance de vie en bonne santé de plus qu'un ouvrier. C'est des choses qui veulent dire quelque chose. Les inégalités sociales, on les retrouve encore plus après la retraite qu'avant. Et l'éventail des revenus s'ouvre à la retraite, contrairement à ce qu'on pourrait penser, notamment à cause des effets de patrimoine. Donc vous voyez, je vais m'arrêter en partie là-dessus, une grande diversité, des gens qui sont très bien insérés, qui tiennent les leviers de commande, et des gens qui sont complètement mis sur la touche, et qu'on considère, et qu'on oublie, et qu'on considère comme inutiles, non seulement comme inutiles, mais par exemple, j'entendais ça encore hier, on accuse les 60 ans et plus d'être responsables des dépenses de santé, c'est faux et archi-faux. Ce n'est pas le vieillissement démographique qui crée les questions des dépenses de santé, c'est le recours abusif à la technologie. C'est Brigitte Dormont à Dauphine qui a écrit ça. Voilà, première donnée de cadrage, les retraités, il faudrait peut-être qu'on se bouge un peu pour montrer qu'on est là et qu'on est présent. Merci. En effet, le propos de Bernard incite pour reprendre son dernier terme, à se bouger. Alors on va voir un peu comment les choses, de ce point de vue, peuvent s'organiser. Pour poursuivre un peu le cadrage de la discussion, voilà, dans le prolongement de ce que vient de dire Bernard, on voit bien une diversité importante dans les 15 millions qui sont retraités. Tu as travaillé, toi, sur ce concept d'une même société pour tous les âges. En prolongement de ce que vient de dire Bernard, peux-tu évoquer avec nous ce concept d'une même société pour tous les âges? Oui, ne connaissant pas quelle allait être l'intervention de Bernard Henriet, j'ai préparé quelques points qui me semblaient nécessaires de proposer au débat. Voilà, il s'agit d'indiquer les principales directions dans lesquelles notre recherche s'est exercée depuis déjà un certain nombre d'années. Et déjà un premier point, il s'agit d'affirmer face
aux catastrophismes ambiants liés à cette idée d'allongement de la durée de vie, parce qu'on nous a dit que ça allait être la catastrophe, que c'était ingérable, qu'on ne pourrait pas payer. On verra ça avec la deuxième table ronde, semble-t-il. Il nous semble au contraire, nous, que c'est une des meilleures nouvelles pour l'humanité depuis l'invention du premier outil ou la création du premier trait rupestre. C'est quelque chose d'important. Établir que la révolution démographique dont on commence à prendre conscience et qui conduit, en réservant 20 ans de vie en bonne santé à la plupart des nouveaux retraités, à l'émergence d'un groupe social dont jamais auparavant aucune société n'a eu à connaître, pose des questions autour de la mise en œuvre du vivre ensemble que des organisations comme les nôtres ne peuvent ignorer. Dans le même temps, on est confronté à cette idée ancestrale de considérer la retraite, ce que rappelait Bernard, comme l'antichambre de la mort. Et ce qui conduit à orienter les activités naturelles des organisations syndicales en ce qui concerne les retraités dans deux directions principales, le départ en retraite, âge, ressources, etc., et puis la fin de vie, dépendance, maison de retraite, soins médicaux, etc., au détriment de l'immense question de l'activité des retraités dans la société pendant la longue période de vitalité. Ce groupe nouveau des retraités va vivre pendant 20 ans et nous ne savons pas comment il fonctionne. C'est à partir de ces considérations qu'on a essayé d'établir l'idée d'une société non seulement pour tous les âges, mais par tous les âges. Voilà. Écoutez, peut-on passer Voilà, alors, la parole à la salle pour... Dans un instant, Henri, on va poursuivre un peu. Tu dis, Henri, et là je vais m'adresser à Maud, pour poursuivre un peu le propos qui vient d'être dit. Tu dis, Henri, qu'on va vivre 20 ans et on ne sait pas trop comment, puisque la société ne semble pas tout à fait adaptée à ça. Alors, Maud, en prolongement, là encore, parce que vient de dire les diapos qui circulent, voilà. On regarde encore trop souvent les retraités sous le seul prisme du vieillissement et de l'âge, c'est ce que aussi rappelait Bernard. La récente loi dite d'adaptation de la société au vieillissement conforte d'ailleurs cette vision. Or, ça vient d'être rappelé par nos deux amis, tout indique que l'entrée du vieillissement se fait de plus en plus tard, ne concerne heureusement qu'une minorité de retraités. Voilà. Or, cette loi, une avancée ou un pis-aller pour masquer justement la prise en compte d'une autre dimension du monde des retraités. Alors, là, je pense que je suis tout à fait d'accord avec Bernard Hennuyer. Je pense qu'il va pouvoir relancer en fait ce débat. Aujourd'hui, ce n'est pas une présentation de la loi d'adaptation de la société au vieillissement, mais c'est surtout de voir le rôle, l'image, la place que cette loi a mis en place ce 28 décembre 2015. Nous sommes le 13 janvier et pour mieux comprendre là où on est arrivé en termes d'image et de rôle du retraité dans la société face à cette nouvelle loi, c'est de reprendre très rapidement, si ça fonctionne, voilà, très rapidement un petit historique et on comprendra mieux comment ça s'est passé. Au départ, on a fait donc notre Premier ministre qui s'appelait Madame Roselyne Bachelot et là c'était la dépendance, en effet, c'était la personne âgée, mais le retraité n'était pas touché et à ce moment-là c'était aussi le 5e risque et on voyait déjà apparaître un monsieur qui s'appelait Monsieur Fragonard, de prénom Bertrand. Plus tard, nous avons eu Madame Michel Delaunay, Madame Michel Delaunay, et Madame Michel Delaunay
Autant elle était prête à dialoguer avec nous, autant elle avait un petit problème, c'est qu'elle parlait toujours de ses âgés et jamais des retraités. Et c'est vrai que les retraités, c'est un statut, et je pense qu'une des personnes au sein de la salle, qui s'appelle Michel Salin, le rappelle très souvent. C'est un statut. Elle est arrivée avec la Silver Economy. Elle est arrivée donc aussi, donc ça aussi c'était un rôle du retraité, plutôt de la personne âgée qu'elle ait utilisé en fait l'économie pour elle. Il y avait aussi le comité de la bienfaisance, et là on voit déjà les personnes handicapées qui arrivent aussi au niveau de cette nouvelle loi. Il y a aussi une écoute très importante de l'Assemblée des départements de France qui souhaitait simplifier et unifier les instances de représentation pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Vous voyez ce qui va arriver par la suite. Laurence Rossignol est arrivée avec la famille, le Conseil de l'enfance. On va voir ce qui va arriver par la suite. Pascal Guattard reprend, fait les décrets. Nous dit, quand il y a eu la première séance du Haut Conseil, que c'était une loi financée, complètement financée. Elle a oublié que c'était financé par nous, par notre contribution, et aussi que cette contribution n'était certainement pas suffisante, incroyable, pour répondre en fait à la mission de cette loi. On ne parlera pas non plus que cette CASA est passée dans le fond de la Caisse nationale de solidarité, qu'elle a, de temps en temps, on a pris pour d'autres utilisations. Voilà. Voilà, je ne suis pas très bonne pour passer les diapos. La loi d'adaptation de la société, très rapidement. Pourquoi là où nous étions avant? Avant, nous avions une représentation, n'oublions pas, au niveau national et au niveau départemental. Il y avait bien un comité national des retraités et des personnes âgées. Il y avait un comité départemental des retraités et des personnes âgées. Ça a disparu. Là, maintenant, nous nous trouvons dans un haut conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, et de l'autre côté, dans un conseil départemental de citoyenneté. Et voilà, on devient maintenant un conseil spécialisé dans le champ de l'âge. Alors, vous voyez, ça descend. On n'a toujours pas le terme de retraité. Sachez que toutes les organisations qui sont ici et aussi associations ont fait en sorte de faire passer le message retraité, 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 et jusqu'au dernier moment, dernier décret, ils ont rajouté retraité à côté de personnes âgées. Ça donne une autre idée en fait. Formation spécialisée aussi aux questions relatives de l'âge pour le CNRPA, pour le CDCA. Là, j'ai voulu faire ça, mais vous voyez un peu ce que ça donne. Voilà, c'est le Haut Conseil. C'est le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge. Et on avait demandé à Bernard Hennuyer d'en faire partie d'une personne qualifiée. Vous comprenez pourquoi on avait demandé à Bernard d'en faire partie. Il a dit non, bien sûr, ce machin-là, c'était pas pour lui. C'était plutôt une stigmatisation des personnes âgées. Nous sommes maintenant en 87, nous étions 47 au niveau du Comité national des retraités des personnes âgées. Vous voyez, nous ne sommes plus que 19, organisations syndicales et associations. Quel est notre pouvoir là? Nous avons eu notre première séance à 87, ça a été épouvantable. Pourquoi? Parce que nous avons une voix et en face de nous, on avait même un fou qui s'appelle André Masson. Qui est un chercheur au CNRS, il n'est pas là ici dans la salle, mais je lui avais dit qu'il n'avait pas fait des amis ce jour-là. En effet, il nous a sorti quand même un certain nombre de ses convictions qui ne sont pas les nôtres. Très rapidement maintenant, simplement ce conseil départemental de citoyenneté et de l'autonomie. On n'est pas là pour en parler parce que ce n'est pas mis en place, ce n'est pas le but de la journée, mais c'est simplement pour voir, là encore, on est simplement dans un premier collège. C'était le collège du CODERPA, je sais
mais on repasse en 3e, 4e position. C'est seulement à ce moment-là, c'est la visibilité en fin de compte que la société qui va s'adapter au vieillissement va nous voir. Elle va nous voir en 2e, 3e position. On n'a plus ce terme de retraité, on l'a perdu. Une seule solution maintenant. Bon, là aussi, en partie verte, j'ai mis aussi qu'on a une possibilité d'être, en tant qu'organisation syndicale, représentée dans ces 3e collèges. La seule solution, c'est celle-là, voilà. Celle que nous avons faite en 2016 avec une manifestation, allez, on les reprend, vous les connaissez tous, vous étiez derrière avec vos drapeaux, ce sont celles-là, et c'est tout ce qu'on a pu faire par la suite.